Un nouveau rideau de fer traverse l'Afrique de l'Ouest. De quel côté l'avenir se jouera-t-il? Cette semaine, deux événements apparemment sans lien secouent la région. Et pourtant, ils dessinent une fracture bien réelle. D'un côté, le Burkina Faso mise sur une alliance inédite avec l'Iran, tandis qu'au même moment, le commandant d'Africom, la force militaire américaine pour l'Afrique, débarque au Ghana. Vous sentez la tension? Ce n'est pas un simple jeu diplomatique. C'est une lutte existentielle, une course pour la souveraineté, qui oppose désormais les États sahéliens, Burkina Faso, Mali, Niger, cherchant à s'affranchir de l'emprise occidentale en se tournant vers des puissances alternatives comme la Russie, la Chine ou l'Iran, aux pays côtiers, comme le Ghana, qui restent solidement ancrés dans l'orbite de l'Occident, des États-Unis en tête. Ce n'est pas un épisode de la guerre froide, mais bien le scénario qui façonne aujourd'hui l'avenir de millions d'Africains. Ignorer ce clivage, ou pire, le réduire à une simple posture politique, c'est accepter que des nations entières restent sous domination étrangère. Le Burkina Faso et l'Iran, par exemple, ne se sont pas limités à des poignées de main symboliques. Cette semaine, à Téhéran, le ministre burkinabé de la Défense et son homologue iranien ont affiché une ambition claire: bâtir des relations stratégiques entre pays révolutionnaires d'Afrique de l'Ouest. Développement industriel, coopération militaire, transfert de technologies. L'Iran met tout sur la table pour soutenir l'émancipation du Burkina. Le message? Un pays sous sanction peut, avec volonté et gestion avisée, briser ses chaînes et inspirer le continent. À l'inverse, pendant ce temps, le Ghana consolide ses liens militaires avec les États-Unis, recevant le chef d'Africom pour coordonner la sécurité régionale. Mais à quel prix d'indépendance? Ce rideau de fer n'est pas qu'une image. Il structure désormais la géopolitique du continent. Et si l'on refuse de voir la réalité en face, ce sont les ressources, la sécurité, l'économie, le destin même de l'Afrique de l'Ouest qui seront en jeu. Le choix, aujourd'hui, n'est pas neutre, souveraineté ou soumission. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, revenons sur ce qui s'est joué cette semaine entre le Burkina Faso et l'Iran. Imaginez la scène. Alors que les projecteurs du monde sont braqués sur le golfe Persique, avec la plus grande concentration militaire américaine autour de l'Iran depuis l'invasion de l'Irak en 2003, le ministre burkinabé de la Défense traverse la tempête géopolitique et pose le pied à Téhéran. Il serre la main du président iranien devant les caméras du monde entier, au moment précis où les avions de chasse américains F-35 et F-22, des porte-avions géants et des ravitailleurs gravitent autour de l'Iran, prêts à frapper. Cette image, presque irréelle, dit tout de la nouvelle dynamique qui secoue l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un simple déplacement protocolaire, ni un pied de nez isolé à l'Occident. C'est l'affirmation d'un choix de camp, d'un refus de la docilité, au cœur d'un bras de fer où les enjeux dépassent largement la diplomatie de façade. Le 23 février 2026, le Burkina Faso entre officiellement dans le jeu, ou plutôt, il change les règles. À Téhéran, le ministre burkinabé de la Défense s'entretient avec ses homologues iraniens, scellant une alliance qui, pour beaucoup d'observateurs occidentaux, relève presque de la provocation. Mais pour les pays sahéliens, ce partenariat n'est pas un coup d'éclat, c'est une question de survie et d'émancipation. L'Iran, par la voix de ses responsables, proclame un soutien sans ambiguïté aux États indépendants du Sahel et dénonce un néocolonialisme occidental qui, selon eux, s'acharne à maintenir l'Afrique sous tutelle. Mieux, Téhéran met sur la table une offre concrète: transfert de technologie, expertise industrielle, coopération militaire renforcée. Pour le Burkina Faso, l'Iran n'est pas seulement un allié de circonstance, mais un modèle de résilience, un pays qui a survécu à des décennies de sanctions, d'isolement, et qui revendique haut et fort sa capacité à bâtir une puissance nationale en dehors des circuits occidentaux. À ce moment précis, la tension dans la région du Golfe atteint son paroxysme. Les États-Unis déploient une force aérienne massive, des bâtiments de guerre et des contingents de surveillance, prêts à toute éventualité militaire contre l'Iran. Les analystes évoquent une mobilisation sans précédent depuis le début des années 2000. Pourtant, c'est dans cette atmosphère explosive que le Burkina Faso affiche sa solidarité avec Téhéran,
refusant de se soumettre à la logique des blocs imposés par l'Occident. Ce pari, risqué aux yeux de certains, est en réalité l'expression d'une stratégie sud-sud assumée. Au lieu de plier sous la pression, les États sahéliens s'unissent, explorant d'autres voies, d'autres alliances, loin des anciennes puissances coloniales. Ce rapprochement avec l'Iran ne tombe pas du ciel. Il s'inscrit dans une dynamique plus large. Depuis plusieurs mois, des accords économiques, industriels et miniers voient le jour entre l'Iran et les pays du Sahel. On parle de transfert de savoir-faire dans l'énergie, l'extraction minière, la formation professionnelle, la valorisation de l'or ou de l'uranium, de projets d'infrastructures, de raffineries pilotées par des capitaux iraniens. Pour Téhéran, ces coopérations ouvrent de nouveaux débouchés stratégiques, mais elles font aussi la démonstration que la résistance aux sanctions peut inspirer d'autres États du Sud global. L'exemple iranien, salué à plusieurs reprises par les dirigeants burkinabés, devient une source d'inspiration pour les pays sous embargo ou soumis aux diktats des institutions internationales. Ce que les médias occidentaux réduisent de souvent à une simple visite diplomatique est en réalité une rupture profonde. Pour la première fois, l'Iran s'impose en Afrique sahélienne non seulement comme partenaire commercial, mais comme acteur sécuritaire, porteur d'un discours farouchement anti-impérialiste. Et ce n'est qu'une facette d'une stratégie délibérément plurielle. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger bâtissent des partenariats multiniveaux. La Russie pour le soutien militaire direct, la Turquie pour la technologie de surveillance, la Chine pour les infrastructures et l'investissement, et désormais l'Iran pour le transfert de capacités industrielles et militaires, mais surtout pour une vision partagée de la souveraineté, face à une hégémonie occidentale perçue comme agressive et prédatrice. Comprendre la portée politique et symbolique de ce nouvel axe Iran-Sahel, c'est éviter la superficialité des analyses qui ignorent les rapports de force réels du XXIe siècle. C'est aussi mesurer à quel point, aujourd'hui, la souveraineté, le contrôle des ressources, l'indépendance militaire et la maîtrise de l'avenir économique des États africains sont au cœur d'une lutte existentielle. Ne pas voir cette recomposition, c'est rater la signification profonde de ce que l'on baptise déjà, à mots couverts, le nouveau rideau de fer de l'Afrique de l'Ouest. Mais cette alliance Téhéran-Ouagadougou n'est que l'une des pièces d'un puzzle plus vaste, celui d'une stratégie sahélienne d'émancipation qui bouleverse toutes les lignes. Pour en saisir l'ampleur, il faut désormais regarder au-delà des frontières sahéliennes, vers les côtes ouest-africaines, où un tout autre jeu d'alliances se dessine. Pendant que certains bâtissent des alliances alternatives, d'autres consolident leur dépendance. Regardons de près ce qui se trame au cœur du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ces pays, longtemps considérés comme le précaré de l'Occident, surtout de la France, prennent aujourd'hui une toute autre direction. Face à la pression internationale et à la succession de crises sécuritaires, ils ont choisi une stratégie audacieuse. Multiplier les partenariats et diversifier leurs alliés, pour ne plus jamais être à la merci d'une seule puissance. Mais attention, ce n'est pas simplement une question de diplomatie. Il s'agit d'une bataille pour la survie, pour la souveraineté et le contrôle de leurs propres ressources. Prenons l'exemple du Burkina Faso, qui récemment a jeté les bases d'une coopération stratégique avec l'Iran. Officiellement, on parle d'échanges technologiques, d'opportunités commerciales, d'accès à certains minerais stratégiques. Mais en réalité, l'enjeu est bien plus profond. L'Iran, qui subit des sanctions occidentales depuis des décennies, offre un modèle de résistance. Sa capacité à innover dans l'isolement attire le regard des États sahéliens, fatigués d'être étouffés ou déstabilisés chaque fois qu'ils tentent d'échapper à la tutelle occidentale. En faisant l'éloge des avancées technologiques iraniennes malgré l'embargo, le ministre burkinabé de la Défense s'adresse à toute l'Afrique, et même au-delà, il existe une alternative à la soumission. Mais l'Iran n'est qu'un exemple. La Russie intervient massivement dans le domaine de la défense, la Turquie propose des technologies de surveillance et de nouveaux outils de contrôle, la Chine bâtit routes, barrages et infrastructures. Ensemble, ces pays aident les États sahéliens à mettre en place des systèmes parallèles, réseaux financiers qui échappent au dollar, filières logistiques hors contrôle occidental, coopérations militaires qui ne dépendent plus du feu vert de Paris ou de Washington.
C'est une mutation silencieuse mais radicale. Leur but ? Créer une résilience réelle face à l'agressivité occidentale qui ne cesse de lorgner sur l'uranium du Niger, l'or du Burkina Faso ou le coton du Mali. Pour l'Iran, cette alliance sahélienne est aussi une vitrine. C'est la preuve vivante que la résistance aux sanctions fonctionne, que la construction d'une capacité nationale, envers et contre tout, est possible. Un message fort envoyé à tous les pays du Sud global, souvent pris au piège du chantage économique ou diplomatique des grandes puissances. Refuser de plier genoux devient un acte politique et un signal d'émancipation. On assiste donc à une véritable partition stratégique du continent. D'un côté, ces États sahéliens qui, par pragmatisme, cherchent à échapper à l'étau occidental en multipliant les alliances. De l'autre, les pays côtiers, Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin, qui accentuent au contraire leur alignement avec l'Occident, notamment les États-Unis, sous couvert de coopération sécuritaire ou de lutte contre le terrorisme. Ce clivage va bien au-delà des discours officiels. Il façonne déjà le futur de la région, sa sécurité, sa prospérité et surtout sa souveraineté. Mal comprendre cette dynamique, c'est risquer d'être dépassé par la nouvelle donne mondiale sans y être préparé. Les États sahéliens ne veulent plus être des pions sur l'échiquier international. Ils veulent redevenir maîtres de leur destin. Mais alors, que se passe-t-il de l'autre côté ? Plongeons maintenant sur la côte ouest africaine, à Accra. Le Ghana, entre accords régionaux et dépendance persistante à l'Occident. Voilà le paradoxe saisissant qui dessine les contours de la nouvelle fracture en Afrique de l'Ouest. Récemment, le commandant d'Africom, le grand patron militaire américain pour toute l'Afrique, a été reçu en grande pompe au Ghana, au Jubilee House. Cette visite, loin d'être anodine, s'inscrit dans une série de gestes très concrets. Les États-Unis renforcent leur accès militaire au Ghana. Ce n'est pas nouveau. L'accord de Status of Forces, signé en 2018, donne déjà aux Américains un accès presque illimité aux infrastructures ghanéennes, en particulier les aéroports. Les avions militaires US atterrissent sans contrainte ni inspection, le personnel américain circule sans passeport, muni de simples cartes d'identité militaire. Chaque semaine, des avions cargo opèrent un véritable pont logistique entre l'Allemagne et Accra pour soutenir les opérations américaines partout en Afrique de l'Ouest. Pourtant, dans le même temps, le Ghana affiche une volonté de coopération avec ses voisins du Sahel. 7 accords bilatéraux ont été signés avec le Burkina Faso. Sécurité, lutte antiterroriste, gestion portuaire, échanges commerciaux. Sur le papier, c'est la voie d'une souveraineté africaine, d'un partenariat entre égaux, d'une intégration régionale. Mais une semaine plus tard, voilà le président ghanéen qui déroule le tapis rouge au chef d'Africom, le même dont la mission première est de surveiller et de contenir les alliances sahéliennes, incarnées justement par le Burkina Faso. Officiellement, les justifications ne manquent pas. Il s'agit d'aider le Ghana à lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée, contre la pêche illégale, contre la progression du terrorisme qui descend du Sahel. Mais derrière ces prétextes sécuritaires, l'objectif réel apparaît de plus en plus nettement. Le positionnement stratégique des États-Unis en Afrique de l'Ouest, face à la montée de la Russie, de la Chine et désormais de l'Iran. Le Ghana devient la porte d'entrée, l'allié fiable, le bastion démocratique, à partir duquel Washington entend préserver ses intérêts et contrôler la région. Regardons les faits. Le Ghana dispose de sa propre armée, d'une marine, de services de renseignement. A-t-il vraiment besoin que des troupes étrangères surveillent ses côtes ? Est-il si démuni qu'il faille déléguer la sécurité nationale à une puissance extérieure ? La réponse, en toute honnêteté, est non. Ce dont le Ghana a besoin, c'est d'investissement dans ses propres capacités. Des patrouilleurs, des radars, une formation locale. Pas d'une dépendance perpétuée à des forces dont le but premier n'est pas la sécurité du peuple ghanéen, mais bien la préservation d'intérêts géopolitiques étrangers. Et ce n'est pas un phénomène isolé. La même rhétorique, les mêmes promesses de partenariat, de construction de capacités, sont avancées chaque fois qu'une base américaine s'installe en Afrique. Le résultat, lui, ne varie jamais. Présence militaire étrangère,
infiltration de l'appareil sécuritaire, érosion progressive de la souveraineté nationale. Cette politique du « tout ami », dans laquelle le Ghana voudrait contenter tout le monde, finit par semer la confusion, la vulnérabilité et expose le pays à une perte de contrôle sur ses propres institutions. Le risque n'est pas abstrait. Il s'agit de voir le Ghana devenir un pion dans un jeu qui le dépasse, un terrain d'affrontement entre grandes puissances, au détriment de l'intérêt des Ghanéens eux-mêmes. Par contraste, les États sahéliens comme le Burkina Faso, le Mali ou le Niger font un choix radicalement différent. Ils cherchent à nouer des alliances sur la base du respect mutuel, à casser le cycle de la dépendance, à reprendre la main sur leur avenir, quitte à s'isoler, à affronter les sanctions, à courir des risques. Ce n'est pas un simple jeu d'influence, c'est une question de survie politique et d'émancipation collective. Alors, que retenir de ce grand écart stratégique? Le Ghana, en s'ouvrant sans réserve aux États-Unis, tout en tentant de préserver une façade de coopération régionale, joue un jeu dangereux. La maîtrise des ressources, l'indépendance militaire, la capacité de décider de son destin, tout cela est en jeu. Dans une Afrique de l'Ouest où le rideau de fer se referme, choisir son camp ne relève plus du luxe, mais bien d'une nécessité historique. Face à ces deux voies qui se dessinent, celle de la soumission ou de la souveraineté, quelles leçons pouvons-nous tirer et quelles perspectives pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest? Souveraineté n'est pas un slogan, mais une stratégie pragmatique. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, on comprend vite que la survie nationale n'est pas qu'une question de discours ou de symboles. C'est une affaire de choix concrets, de décisions difficiles et de volonté politique. Prenons l'exemple du Burkina Faso. Ici, la leçon est claire. Pour être souverain, il faut investir dans ses propres capacités militaires, former ses soldats, développer ses infrastructures de défense, ses systèmes de surveillance, et ne pas dépendre d'une puissance étrangère pour assurer sa sécurité. Quand le Burkina Faso envoie son ministre de la Défense à Téhéran, ce n'est pas pour faire bonne figure, c'est pour bâtir un partenariat basé sur l'expérience partagée des sanctions, de l'isolement, et sur une aspiration commune à rompre avec la domination occidentale. C'est une démarche concrète pour construire une autonomie réelle. À l'inverse, regardons le Ghana. Les accords signés avec les États-Unis, qui ouvrent la porte à une présence militaire étrangère sans entrave, sont illustratifs d'un choix qui, à terme, menace l'autonomie nationale. Les documents officiels américains sont limpides sur leurs objectifs. Défendre non pas la sécurité des Ghanéens, mais l'avantage stratégique des États-Unis face à la Chine et à la Russie. Sécuriser l'accès aux ressources et modeler l'environnement politique africain selon leurs intérêts. Derrière les mots « partenariat », « renforcement de capacité » ou « objectif partagé », il y a souvent la même réalité. Des bases, des troupes, des flux d'informations et, in fine, une érosion lente mais sûre de l'indépendance stratégique. La vraie question à se poser, c'est « que doivent retenir les autres pays africains ?» La souveraineté ne se construit pas en répétant les erreurs du passé. Elle exige de résister aux pressions extérieures, de tenir tête aux sirènes de l'aide conditionnelle et surtout de diversifier ses partenaires sans tomber dans une nouvelle dépendance exclusive. Les alliances ne doivent pas être des cages dorées, mais des leviers pour renforcer son propre pouvoir de décision. L'avenir appartient à ceux qui parviennent à bâtir des coopérations fondées sur l'intérêt mutuel, sur la maîtrise de leurs propres ressources et sur la capacité à dire non, même aux grandes puissances. Car dans ce contexte, la solidarité Sud-Sud n'est pas une option idéologique, c'est une nécessité stratégique. L'Iran, par exemple, malgré 40 ans de sanctions, a développé une industrie de défense indépendante qui attire aujourd'hui l'attention des pays africains soucieux d'émancipation. La Russie, la Chine, les BRICS offrent des alternatives qui, bien que loin d'être parfaites, permettent de contrebalancer le poids de l'Occident et d'ouvrir un espace pour des choix véritablement africains. Il ne s'agit pas d'idéaliser ces nouveaux partenaires, mais de comprendre qu'aucune puissance extérieure ne mettra jamais les intérêts africains au-dessus des siens. La seule garantie, c'est la capacité de négocier, de résister et de s'unir. Pour tous les pays africains, la vigilance est de mise. Si l'on accepte de subir, si l'on se contente d'appliquer des stratégies dictées de l'extérieur,
alors l'Afrique de l'Ouest restera piégée dans un cycle où la richesse sert d'abord des intérêts étrangers, où les décisions majeures se prennent loin des capitales africaines et où la jeunesse paye le prix de choix imposés. Refuser cette fatalité, c'est se donner la chance d'écrire sa propre histoire, d'expérimenter, de se tromper aussi parfois, mais au moins d'agir en acteur et non en spectateur. En définitive, ne rien faire, c'est accepter que l'avenir soit écrit par d'autres. C'est laisser la région sous l'influence d'intérêts qui n'ont jamais réellement mis l'Afrique au premier plan. Mais se lever, questionner, inventer de nouvelles alliances, c'est ouvrir la voie à une indépendance réelle. Voilà ce qui est en jeu aujourd'hui. La possibilité, ou non, pour des millions d'Africains de choisir leur propre destin. Et alors, la question finale est inévitable. De quel côté de ce nouveau rideau de fer l'Afrique de l'Ouest choisira-t-elle de se tenir? La réponse appartient à chacun, et le temps presse. L'Afrique de l'Ouest ne peut plus esquiver la question. Quel camp choisira-t-elle? Aujourd'hui, les lignes se dessinent clairement. D'un côté, les États sahéliens comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger affirment leur volonté de souveraineté et s'allient avec des puissances qui, malgré leurs défauts, leur offrent une alternative à la domination occidentale. La Russie, la Chine, l'Iran. De l'autre, des pays côtiers comme le Ghana continuent de miser sur des alliances traditionnelles avec l'Occident, notamment les États-Unis, même si l'histoire a prouvé que ces partenariats ne servent que trop rarement les intérêts profonds des peuples africains. Soyons honnêtes, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas simplement une question de diplomatie ou de réalignement stratégique. C'est une lutte existentielle pour l'indépendance, pour la capacité de choisir son destin sans avoir à demander la permission à Washington, Paris ou Pékin. Depuis des siècles, les grandes puissances jouent aux échecs, avec les ressources, les frontières et même l'avenir des populations africaines. Mais aujourd'hui, certains États disent non et prennent le risque de s'émanciper, même si cela signifie s'exposer à des sanctions, à des pressions et parfois à l'isolement. Regardons l'exemple de l'Iran. Ce pays est sous sanctions depuis plus de 40 ans. Il a su développer sa propre industrie de défense, résister à l'étouffement économique, et il continue de tenir tête à la plus grande concentration militaire américaine depuis l'invasion de l'Irak. Pour les pays africains qui choisissent de s'allier avec l'Iran, la Russie ou la Chine, ce n'est pas parce qu'ils considèrent ces puissances comme irréprochables, mais parce qu'ils comprennent que la vraie défense contre la prédation, c'est la solidarité entre pays du Sud global. Car soyons clairs, l'Occident n'a jamais fait passer les intérêts de l'Afrique avant les siens. Jamais, en 500 ans de rapport, il n'a placé la souveraineté africaine au-dessus de ses propres priorités. La dépendance continue, et l'histoire récente le prouve encore. Mais tout le monde ne semble pas prêt à l'admettre ou à changer de cap. Le Ghana, par exemple, oscille constamment. Un jour, il signe des accords discrètement avec ses voisins sahéliens. Le lendemain, il accueille les émissaires de l'Africom ou des diplomates américains. Peut-on vraiment continuer à jouer sur tous les tableaux alors que le reste du monde a déjà choisi son camp? La vérité, c'est que chaque décision prise aujourd'hui, chaque partenariat, chaque contrat, chaque déclaration, va façonner le futur de toute une génération. La souveraineté, la sécurité, la maîtrise des ressources, l'indépendance économique, tout se joue maintenant. Alors, je vous pose la question, à vous qui regardez cette vidéo, pensez-vous que le Ghana, ou n'importe quel autre pays de la région, pourra continuer cette danse sur la corde raide indéfiniment? Ou bien viendra-t-il un moment où il faudra choisir, clairement et sans ambiguïté? Et surtout, de quel côté serez-vous lorsque ce choix deviendra inévitable? Parce qu'au fond, le rideau de fer qui descend aujourd'hui sur l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas seulement une affaire de gouvernement ou de diplomate. C'est une question d'identité, de dignité et d'avenir collectif. Partagez-moi vos réflexions en commentaire. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Si vous souhaitez suivre l'évolution de cette nouvelle donne géopolitique, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir été là jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle analyse.